Contrairement à 2023, beaucoup de pilotes ont quitté la grille de la Formule 1 à la fin de cette saison 2024 après le Grand Prix d'Abu Dhabi. On va revenir sur la carrière de tous ces pilotes dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Commençons par le premier pilote qui a quitté la grille le plus tôt, c'était Logan Sargeant. Après le Grand Prix des Pays-Bas cette saison, il a été remplacé par Franco Colapinto pour la fin de saison chez Williams. Une saison qui a été très courte, qui n'a même pas duré 2 ans, puisqu'il a commencé au début de la saison 2023 aux côtés d'Alexander Albon. Une première saison en Formule 1 qui avait été déjà pas extraordinaire. Il avait réussi à faire quelques coups d'éclat, mais c'était pas fabuleux non plus. Une 12e place à Bahreïn pour son premier Grand Prix par exemple, une 11e place en Grande-Bretagne. Il a marqué son seul point de la saison et de sa carrière en Formule 1 aux États-Unis à domicile, après 2 disqualifications. Il avait pourtant une voiture entre les mains qui était compétitive, en tout cas plus que d'habitude. La Williams arrivait à marquer des points de temps en temps, et Logan Sargeant n'a pas réussi à marquer des points, du moins à la régulière. Il avait déjà été énormément dominé par Alexander Albon en 2023, mais cette saison c'était encore pire. Logan Sargeant a été en fond de grille toute la saison, entre la 19e et 20e place en général. En tout cas dans les dernières positions toute la saison, même en course. Il y a eu un coup d'éclat en Grande-Bretagne qui a l'air d'être un circuit où il est plutôt compétitif, où il avait réussi à terminer à la porte des points, mais c'est son seul fait d'armes finalement en 2024. Le problème avec Logan Sargeant, c'est que ça a été un pilote qui était très peu compétitif et qui cassait en plus beaucoup de voitures, donc ça faisait dépenser énormément d'argent à Williams pour réparer ses voitures. Bon, après, il n'était pas le seul cette saison par exemple, Albon et Colapinto ont cassé beaucoup plus de voitures que lui, même si c'était sur un laps de temps un peu plus grand que pour Logan Sargeant, qui n'a fait qu'une demi-saison. En tout cas, c'en est terminé de sa carrière en Formule 1, on ne peut même pas espérer un retour, c'est un pari complètement improbable. Maintenant, c'est terminé de sa très très courte carrière en Formule 1, qui n'aura pas été très glorieuse pour l'Américain. Un autre pilote qui a été remplacé en cours de saison, c'est Daniel Ricciardo avec Racing Bulls, qui a été remplacé par Liam Lawson après le Grand Prix de Singapour. Pour lui aussi, son chemin en Formule 1 semble définitivement terminé maintenant. Après plusieurs départs, plusieurs arrivées ces dernières années, là pour le coup, ça semble être vraiment terminé pour le pilote australien. Sa carrière avait débuté en cours de saison 2011. À ce moment-là, il était protégé de Red Bull, il était pilote de réserve pour l'équipe B Toro Rosso et il a été prêté à l'équipe espagnole HRT, une toute petite équipe très peu compétitive, voire même pas du tout en fait, qui n'avait pas de moyens du tout, c'était une voiture catastrophique. Bon, il a fait les 11 dernières courses de la saison à la place de l'Indien Narain Karthikeyan. Évidemment, les résultats n'étaient pas là, il n'a signé qu'une 18e place comme meilleur résultat en fin de saison. Mais le point positif là-dedans, c'est que face à son coéquipier Vitantonio Liuzzi, un pilote plutôt expérimenté à ce moment-là, eh bien il a tenu tête et même il a devancé assez souvent le pilote italien. Ses performances avec HRT a convaincu Toro Rosso de le placer en tant que titulaire pour la saison 2012 aux côtés de Jean-Éric Vergne, les 2 pilotes qui font leur début à temps plein. Petit avantage pour Daniel Ricciardo qui a évidemment fait la fin de saison 2011. Le début de saison avait été assez compliqué, la voiture n'était pas très compétitive, les 2 pilotes Toro Rosso n'avaient marqué qu'une seule fois des points sur les 11 premiers week-ends de course. Daniel Ricciardo lui avait marqué ses premiers points lors du premier week-end à domicile en Australie. En seconde partie de saison, ça allait bien mieux. Sur les 9 derniers Grands Prix de la saison, Daniel Ricciardo score des points à 5 reprises, tout comme Jean-Éric Vergne d'ailleurs. Au final, les résultats entre les 2 pilotes étaient plutôt égaux. Petit avantage au pilote français Jean-Éric Vergne finalement, puisqu'il termine 17e du championnat avec 16 points. Daniel Ricciardo lui terminait 18e avec 10 petits points marqués cette saison. En revanche, en 2013, Daniel Ricciardo prend le dessus sur Jean-Éric Vergne. Ricciardo marquera à 7 reprises des points durant cette saison, il terminera 14e du championnat avec 20 points, ce qui est un rang devant Jean-Éric Vergne qui termine 15e, mais qui lui n'a marqué des points qu'à 3 reprises durant la saison. Et c'était en première partie de saison en plus, contrairement à Ricciardo, qui a aussi marqué des points en seconde partie de saison. Une année 2013 qui a été très importante pour les 2 pilotes Toro Rosso, puisque celui qui était meilleur que l'autre se voyait offrir le siège chez Red Bull, aux côtés de Sebastian Vettel, pour la saison 2014, suite à la retraite de Mark Webber.
C'est donc Daniel Ricciardo qui sera choisi pour faire ses débuts dans un top team avec Red Bull en 2014 face à l'ogre Sebastian Vettel. À ce moment-là, il était quadruple champion du monde en titre. Forcément, c'était un sacré challenge pour Daniel Ricciardo. Malheureusement pour Ricciardo, la Red Bull n'était pas aussi compétitive qu'en 2013 à cause du changement de réglementation. On est passé du V8 au V6 hybride et Red Bull a perdu son statut de leader. C'est désormais Mercedes qui domine la saison. Mais Red Bull est capable de monter sur des podiums encore et même de gagner des courses. Et finalement, à la surprise générale, Daniel Ricciardo domine Sebastian Vettel durant cette saison 2014. Il remportera même son premier Grand Prix dans sa carrière au Canada, un Grand Prix où les Mercedes étaient en difficulté. Daniel Ricciardo en a profité et s'est imposé pour la première fois de sa carrière. 2 autres victoires arriveront plus tard dans la saison, en Hongrie puis en Belgique, avant et après la trêve estivale. Ce seront les seules 3 victoires de Red Bull durant cette saison. Vettel, lui, ne montera que sur 4 podiums, contre 8 pour Daniel Ricciardo, et surtout 3 victoires. Daniel Ricciardo terminera 3e du championnat, Vettel, lui, ne termine que 5e. C'est une énorme surprise, mais Ricciardo a vaincu le quadruple champion du monde. La domination de Ricciardo a été tellement puissante que Sebastian Vettel quittera Red Bull à la fin de la saison 2014. Daniel Ricciardo aura donc un nouveau coéquipier du nom de Daniil Kvyat. Donc sur le papier, il est censé le battre assez largement. Malheureusement, en 2015, la Red Bull est vraiment pas du tout compétitive. Elle arrive à monter sur quelques podiums de temps en temps, mais c'est très léger. C'est même l'une des pires Red Bull que l'équipe autrichienne a construite ces dernières années. Daniel Ricciardo ne montera que sur 2 podiums cette saison-là, terminera 8e du championnat, mais la surprise, c'est qu'il termine derrière Daniil Kvyat, qui finit 7e du championnat, 3 petits points devant l'Australien. Mais on ne s'attendait pas à ce que le Russe devance le pilote australien. En 2016, la Red Bull devient à nouveau compétitive et elle est capable de monter sur des podiums et même de gagner quelques courses durant la saison. Daniel Ricciardo est plus régulier, il monte sur 8 podiums durant la saison, il obtient une pole position à Monaco qui malheureusement ne sera pas convertie en victoire à cause d'une erreur stratégique de Red Bull. Il aura sa revanche un peu plus tard dans la saison au Grand Prix de Malaisie qu'il remportera. Le gros changement dans sa saison, c'est qu'après le 4e Grand Prix de la saison, après le Grand Prix de Russie, ce n'est plus Daniil Kvyat qui est son coéquipier, mais Max Verstappen qui remplace le pilote russe pour la suite de la saison. Et ça, ça aura un gros impact sur la suite de la relation entre Daniel Ricciardo et Red Bull. Alors en 2017, Daniel Ricciardo reste toutefois le leader de cette équipe Red Bull. Il monte cette saison-là sur 9 podiums durant l'année. Il remporte un Grand Prix en Azerbaïdjan après une folle remontée avec des dépassements impressionnants sur ce Grand Prix-là. Et durant la saison, il est toujours à hauteur de Max Verstappen et même devant le pilote néerlandais. Il conserve son rôle de leader. Mais Max Verstappen se réveille surtout en fin de saison où il a commencé à devancer un peu plus Daniel Ricciardo. Surtout que Max Verstappen a été frappé par pas mal de soucis mécaniques cette saison-là. Ricciardo termine 5e du championnat juste devant Max Verstappen. Des problèmes mécaniques qui vont passer d'une voiture à l'autre. C'est Daniel Ricciardo qui va avoir tous ces problèmes en 2018, énormément d'abandons mécaniques pour l'Australien. Pourtant un début de saison qui avait été canon avec 2 victoires sur les 6 premiers Grands Prix en Chine et à Monaco où il tenait sa revanche de sa défaite d'il y a 2 ans plus tôt. Mais après cette fameuse victoire à Monaco, plus aucun podium. Au mieux, il terminait à la 4e place d'une course, mais sur les 15 derniers Grands Prix de la saison, aucun podium pour Daniel Ricciardo. Ça a été une saison cauchemardesque qu'il termine seul au monde en 6e place du championnat. Comme Max Verstappen, lui, obtient plus de podiums, il gagne des courses également et termine 4e du championnat. Cette saison, il y a eu une vraie fracture entre Ricciardo et Red Bull. Ricciardo sent le vent tourner, Max Verstappen devient peu à peu le leader de cette équipe. Daniel Ricciardo décide donc de quitter Red Bull à la fin de la saison 2018 et rejoindre Renault en 2019. Une équipe qui est en train de se reconstruire, qui n'est pas encore un top team, mais qui souhaite le redevenir. C'est encore un très gros challenge pour Daniel Ricciardo, qui va apporter une grosse expérience à l'écurie française. Mais malheureusement, la Renault est moins compétitive qu'en 2018 et Daniel Ricciardo ne peut marquer des points qu'à quelques reprises, mais c'est pas exceptionnel. Ricciardo termine seulement à la 9e place au championnat des pilotes, là où Renault visait peut-être 1 ou 2 podiums dans la saison, ils étaient bien loin. Le seul point positif, c'est que Ricciardo, cette saison-là, avait dominé son coéquipier Nico Hülkenberg.
En revanche, en 2020, dans une saison très particulière qui a commencé en juillet sur 17 courses seulement, la Renault a été beaucoup plus compétitive, en plus ça s'est resserré devant et derrière également. Renault a été dans le paquet pour la 3e place au championnat des constructeurs, avec McLaren, avec Racing Point, avec AlphaTauri également, et avec Ferrari qui avait drastiquement chuté en performance. Renault a donc pu aller chercher des podiums cette saison avec Daniel Ricciardo, puisqu'il montera à nouveau sur le podium pour le Grand Prix de l'Eifel, et 2 courses plus tard en Émilie-Romagne. À ce moment-là, c'était ses premiers podiums depuis 2018, donc depuis plus de 2 ans. Une saison très régulière, très réussie de la part de Daniel Ricciardo, qu'il terminera même dans le top 5 au championnat des pilotes. Et en plus, il domine son coéquipier à nouveau, qui a changé, ce n'est plus Hülkenberg, à ce moment-là c'était Esteban Ocon. Sauf qu'on le savait avant le début de la saison 2020, Daniel Ricciardo avait décidé de tourner le dos à Renault à la fin de la saison 2020 pour rejoindre McLaren en 2021. Un choix qui aurait pu s'avérer payant puisque la McLaren était plus compétitive que l'Alpine en 2021. Le problème, eh bien, c'est que ça a été très inconstant cette saison pour Daniel Ricciardo. Il y a eu des bonnes courses, il finit plusieurs fois dans le top 5 sur plusieurs courses durant la saison, il termine 8ème du championnat, ce qui n'est pas non plus catastrophique. Le problème, c'est qu'il était censé être au moins à la hauteur de Lando Norris, et il ne l'a pas été du tout. Norris a obtenu plusieurs podiums durant la saison, il termine 6ème au championnat. Malheureusement, ça n'a pas été le cas de Daniel Ricciardo. Alors il y a eu un point positif, un gros point positif durant la saison, c'est que Daniel Ricciardo a gagné au Grand Prix d'Italie à Monza, où il avait fait un week-end sublime en qualification. Je crois qu'il partait dans le top 3, en course sprint il finit dans le top 3 aussi, et en Italie il gagne la course, ce qui était sa première victoire depuis plus de 3 ans, et surtout la première victoire de McLaren depuis 2012. C'était un beau symbole pour McLaren. Finalement, sa saison 2021, elle est sauvée par cette victoire en Italie. Malheureusement, en 2022, ce ne sera pas la même chose. La McLaren est moins compétitive. Lando Norris monte sur un podium durant la saison, mais il est très constant et il termine à la 7ème place au championnat. Sauf que pour Daniel Ricciardo, ça s'écroule totalement. L'Australien termine 11ème du championnat et n'a marqué des points que sur quelques courses durant la saison, à 7 reprises seulement en 22 courses durant la saison. C'est très peu. Là, l'écart de niveau entre Norris et Ricciardo a fait mal au pilote australien, tellement mal qu'il avait un contrat pour 2023. Il n'a pas continué avec McLaren, il a été sorti par l'équipe pour être remplacé par son compatriote Oscar Piastri. Daniel Ricciardo, en 2023, s'est donc retrouvé en début de saison sans paquet. Il est donc redevenu réserviste pour Red Bull, il est revenu dans l'équipe autrichienne. Heureusement pour lui, Nyck de Vries dans l'AlphaTauri est très peu performant, et Red Bull compte encore sur Daniel Ricciardo pour lui redonner un élan à sa carrière. Et au Grand Prix de Hongrie à la mi-saison, pour le 11e Grand Prix de la saison, Daniel Ricciardo revient en Formule 1 dans l'AlphaTauri, dans l'équipe B. Son retour n'est pas exceptionnel, il est globalement en dessous de son coéquipier Yuki Tsunoda, mais pour un retour, ça reste plutôt correct avec quelques bonnes performances. Le problème, c'est qu'il a été blessé à un moment donné dans la saison, il se blesse aux Pays-Bas, il rate plusieurs courses. Donc c'est assez difficile de le juger sur les quelques courses qu'il a faites en 2023. Du coup, il restera titulaire pour 2024 dans l'équipe Racing Bulls. Et on en arrive donc à cette fameuse saison 2024 qui a été globalement très décevante pour Daniel Ricciardo. Il était globalement derrière Yuki Tsunoda, il n'a marqué des points qu'à 3 reprises en course principale, en 18 week-ends de course. C'est quand même très faible malheureusement pour Ricciardo. Lui qui visait un retour chez Red Bull pour 2025 ou 2026, finalement il a pris la porte avant même la fin de saison. C'est quand même terrible. Malheureusement, je pense pas qu'on retrouvera Daniel Ricciardo en Formule 1, même si certaines rumeurs l'envoient chez Cadillac. Mais j'y crois pas trop. Et même lui n'y croit pas trop apparemment. Revenons chez Williams maintenant, après Logan Sargent et son remplaçant Franco Colapinto, qui n'a donc pas trouvé de baquet pour l'an prochain en tant que titulaire. Il aura donc fait 9 courses pour Williams en cette fin de saison, qui n'ont pas été ridicules du tout, mais il en manquait un petit peu, disons qu'il a cassé beaucoup de voitures, et c'est ça surtout qui fait qu'il ne sera pas en Formule 1 en 2025, très certainement. Ses débuts ont été très impressionnants, il a marqué 5 points sur les 4 premiers week-ends de course. Le problème c'est qu'après il a cassé énormément de voitures, il en casse 2 au Brésil, il en casse une à Las Vegas, une encore au Qatar.
donc c'était assez compliqué et ça refroidit quand même pas mal d'équipes qui le voulaient pour 2025. Et en plus de casser beaucoup de voitures, il a été de moins en moins compétitif au fur et à mesure des week-ends. Sûrement qu'il en a lâché un petit peu pour ne pas casser de voitures. Mais bon, voilà, du coup ça refroidit les équipes et il ne sera plus en Formule 1 l'an prochain. Est-ce qu'il reviendra en 2026 ou même en cours de saison 2025 ? À voir. Il y aura une option Alpine potentiellement si Jack Doohan se rate. On verra ce que ça donnera pour Franco Colapinto, mais en tout cas, en cette fin de saison 2024, pour le moment, il ne sera plus sur la grille en 2025. On continue maintenant avec les pilotes qui ont fait l'entièreté de la saison 2024 et qui ont quitté la saison à Abu Dhabi et qui ont quitté aussi le monde de la Formule 1 avec le chinois Guan Yu Zhou. Après 3 saisons en Formule 1, c'est terminé pour le pilote chinois. En 2022, on va pas se le cacher, il est arrivé en Formule 1 grâce à l'argent qu'il a apporté à Alfa Romeo. Mais ceci dit, les performances de cette saison n'ont pas été désastreuses. En début de saison 2022, Alfa Romeo avait une bonne voiture qui était capable de marquer des points très souvent. Mais bon, pour Guan Yu Zhou, il était rookie, donc il pouvait pas faire grand chose. Il avait quand même réussi à marquer un point pour sa première course à Bahreïn. Les courses suivantes n'ont pas été ridicules, il a marqué des points à 3 reprises durant la saison. Malheureusement, en seconde partie de saison, c'était beaucoup plus compliqué d'être compétitif avec cet Alfa Romeo qui descendait en performance de course en course. Et Guan Yu Zhou, il prenait de plus en plus d'expérience, mais la voiture devenait de moins en moins compétitive, donc c'était plus difficile de faire quoi que ce soit pour Guan Yu Zhou, qui du coup a terminé la saison en 18e place, quand Valtteri Bottas, son coéquipier expérimenté qui venait de Mercedes, terminait 10e. Donc l'écart est gros, mais c'est un petit peu trompe-l'œil quand même. Guan Yu Zhou n'avait pas été exceptionnel, mais les performances étaient plutôt correctes. Disons qu'on ne s'attendait pas forcément à plus du chinois, et qu'il n'avait pas forcément déçu non plus. Du coup, il a continué avec l'équipe en 2023. Et malheureusement, en 2023, l'Alfa Romeo, c'est de pire en pire. Elle n'est pas du tout compétitive, c'est plus compliqué qu'en 2022, et Guan Yu Zhou s'en sort à nouveau plutôt correctement. Il est encore derrière Valtteri Bottas au championnat, puisqu'il termine à nouveau 18e du championnat, en ayant marqué des points à 3 reprises durant la saison, mais les performances se sont resserrées entre le Finlandais et le Chinois en cours de saison. Sur la plupart des courses de la saison, Guan Yu Zhou était au niveau de Bottas, et même quelquefois il était plus compétitif que Valtteri Bottas, et ce qui était assez surprenant au vu de l'expérience de Bottas et des faibles performances de Guan Yu Zhou. En tout cas, c'était pas non plus une référence. Le chinois continue d'apporter de l'argent et en plus il ne déçoit pas forcément même s'il ne brille pas non plus. Guan Yu Zhou continue donc cette saison en 2024 avec l'équipe qui devient donc Kick Sauber ou tout simplement Sauber. Bref, Guan Yu Zhou continue une 3e saison cette année, mais là pour le coup ça a été très décevant. Mais il a réussi l'exploit de marquer des points avec la brouette qu'il avait entre les mains lors de l'avant-dernier week-end de la saison au Qatar où il termine à une belle 8e place qui était aussi son meilleur résultat dans sa carrière en Formule 1. Bottas lui n'avait pas marqué de points au championnat, donc Zhou a devancé Bottas au championnat, même si en performance pure, Bottas avait repris clairement le dessus sur le pilote chinois. Donc ouais, au final, Guan Yu Zhou n'a pas déçu dans sa carrière en Formule 1, il n'a pas été étincelant non plus, mais c'était finalement le niveau qu'on lui attendait. Il n'a pas été non plus au niveau d'un Logan Sargent par exemple, à taper des voitures tout le temps et à faire des 20e places à chaque séance, à chaque qualification, à chaque course ou quoi que ce soit. Non, il a été correct, il a marqué des points de temps en temps avec une voiture qui était assez peu compétitive dans l'ensemble, mais bon, ses performances n'ont pas été ridicules pour autant. Et là, on s'attaque à des pilotes qui ont fait énormément de saisons en Formule 1, déjà avec Kevin Magnussen qui va donc quitter la Formule 1 pour la 3e fois de sa carrière. Et oui, une carrière qui avait débuté en 2014 chez McLaren où il remplaçait Sergio Pérez qui avait été très décevant l'année précédente. Kevin Magnussen qui démarrait donc en Formule 1 l'année de l'arrivée du V6 hybride avec le moteur Mercedes qui était très compétitif cette saison-là. Ça a été globalement une saison un petit peu compliquée pour le Danois, mais pas ridicule pour autant. La McLaren était compétitive de temps en temps, mais ça ne pouvait marquer que des points, sans plus. Mais ceci dit, Kevin Magnussen a créé l'exploit lors de son premier Grand Prix en Formule 1 au Grand Prix d'Australie où la McLaren était très compétitive avec aussi quelques abandons également. Mais quand même, pour son premier Grand Prix, Kevin Magnussen a terminé sur le podium avec une magnifique 2e place pour son premier Grand Prix.
Et puis au final, en 10 ans de Formule 1, ça a été son seul podium en carrière. Donc au final, il a été assez souvent dans les points. Kevin Magnussen termine à la 11e place du championnat, mais il est devancé par son coéquipier, mais qui est très expérimenté, le champion du monde Jenson Button. Donc ce n'est même pas une surprise. Dans sa saison, elle est plutôt correcte. Le problème, c'est que McLaren accueille un autre champion du monde du nom de Fernando Alonso. Donc forcément, face à Kevin Magnussen, McLaren a donc sorti le jeune pilote danois et l'a quand même gardé dans l'équipe puisqu'il est resté pilote de réserve pour l'équipe pour la saison 2015. Mais pas de Formule 1 pour lui cette saison-là. Il aurait dû rouler quand même au Grand Prix d'Australie pour remplacer Alonso qui était blessé, mais sa voiture n'a pas démarré avant le départ. C'était les débuts du fameux épisode McLaren-Honda. Fabuleux. Il réussira toutefois à remonter en Formule 1 dès l'année suivante en 2016, pas chez McLaren, mais chez Renault qui a donc racheté Lotus fin 2015 et qui revient en Formule 1 avec le projet de redevenir un top team. Ils engagent donc Kevin Magnussen aux côtés du nouveau pilote Jolyon Palmer. Bon, en 2016, la Renault est très peu compétitive, elle part sur les bases de la Lotus de la saison précédente, donc il n'y avait pas grand chose à espérer. Kevin Magnussen rentre à 2 reprises dans les points durant cette saison 2016, il termine à la 16e place du championnat. Globalement, les performances ont été un peu meilleures du côté du Danois par rapport à Palmer, mais finalement, ça reste assez serré. Mais quand même avantage aux Danois. Mais Renault n'a pas l'envie de continuer son projet avec Magnussen, c'est donc chez Haas que va continuer la carrière de Kevin Magnussen à partir de 2017. L'équipe Haas qui en est à sa 2e saison en Formule 1, Kevin Magnussen qui est donc le coéquipier de Romain Grosjean qui était déjà dans l'équipe la saison précédente en 2016. Globalement, il est battu par son coéquipier. Grosjean termine 13e du championnat, Magnussen termine juste derrière en 14e place, mais Magnussen n'a pas à rougir. Les performances sont plutôt correctes, il rentre à 5 reprises dans les points. C'est une saison correcte, c'est pas étincelant, mais ça reste correct. Le seul problème avec Kevin Magnussen, c'est qu'il est très brouillon et qu'il commet quand même pas mal d'erreurs et qu'il est très dangereux en piste. Il zigzague beaucoup, il tasse les pilotes, etc. Bref, il a un pilotage très agressif et ça n'est pas vraiment du goût de tous les pilotes et de la FIA. Et des fans aussi. Faut dire quand même que des fois, il a vraiment dépassé les limites. Malgré tout en conservant un pilotage plutôt agressif, la saison 2018 de Kevin Magnussen est très bonne. Elle est même peut-être la meilleure de sa carrière avec une Haas qui était très compétitive à ce moment-là. Kevin Magnussen marque des points à 11 reprises durant la saison et il rentre même 2 fois dans le top 5 sans jamais monter sur le podium malheureusement, mais il n'en a pas été si loin quelques fois, notamment en Autriche. Mais bon voilà, globalement il a été très performant et il termine même en 9e place du championnat, ce qui est son meilleur résultat en carrière. En plus de ça, il domine son coéquipier, Romain Grosjean, lui qui vit une saison 2018 désastreuse, notamment en première partie de saison où il marque quasiment pas de points contrairement à Kevin Magnussen. Donc ouais, globalement dans la saison, Magnussen a été meilleur que Grosjean en 2018. Il avait pris le pas sur le pilote français par rapport à 2017 où il était un poil derrière. En 2019, la paire de pilotes reste en place, mais malheureusement là, c'est beaucoup moins compétitif, ça devient un fiasco cette saison. Il y a beaucoup moins de performances et Kevin Magnussen ne rentre dans les points qu'à 4 reprises. Ceci dit, 4 très belles courses puisqu'il marque quand même des beaux points, puisque pour 4 entrées dans les points, il marque quand même 20 points au total. Il termine seulement 16e du championnat. Mais encore une fois, il est devant Romain Grosjean qui termine 18e du championnat et qui n'a marqué des points qu'à 3 reprises, lui, cette saison. Et c'est de pire en pire puisqu'en 2020, la voiture est tout bonnement catastrophique. Aucune performance, aucune fiabilité, rien du tout. La Haas est totalement pourrie cette saison-là. Et Magnussen n'arrive à marquer qu'un seul point durant la saison en Hongrie. Romain Grosjean en marquera 2. Voilà, Magnussen termine 20e du championnat, Grosjean juste devant. On ne peut pas dire réellement que Grosjean a dominé Magnussen. Durant la saison, ça a été une saison compliquée pour les deux pilotes de toute manière. À la fin de cette saison 2020, les deux pilotes seront remplacés. Magnussen dit adieu à la Formule 1 une deuxième fois. Enfin, plus au revoir qu'un adieu. Et oui, ce n'est qu'un au revoir puisqu'il reviendra un peu plus d'1 an après, en début de saison 2022, toujours chez Haas. Il est rappelé dans l'équipe américaine pour remplacer Nikita Mazepin qui a été renvoyé à cause des problèmes géopolitiques, de la guerre en Russie, etc. Donc le pilote russe a été renvoyé de l'équipe américaine et c'est donc Kevin Magnussen qui se retrouve à nouveau en Formule 1 pour la 3e fois de sa carrière. C'est magnifique.
On arrive en 2022 dans la nouvelle réglementation de la voiture à effet de sol. Là, ce qui était catastrophique en 2021 devient une bonne voiture en 2022. Le début de saison de Kevin Magnussen et son retour est vraiment canon. Il termine dans le top 5 au Grand Prix de Bahreïn pour sa première course depuis 2020. Sur les 4 premiers week-ends de course, il marque 3 fois des points. Mais malheureusement, la voiture est de moins en moins compétitive durant la saison. Et au final, sur tout le reste de la saison, eh bien, il ne marque des points qu'à 3 reprises. Mais en fin de saison, il arrive à créer l'exploit et à partir de la pole position au Brésil. Première pole en carrière, la seule d'ailleurs de sa carrière. La première de Haas en Formule 1. Franchement, on s'y attendait absolument pas. Bien aidé par la météo et le drapeau rouge de la séance. Mais quand même, c'était fou ce moment. Au final, Kevin Magnussen termine 13e du championnat. Une saison qui a été réussite dans l'ensemble pour son retour, et face à son coéquipier Mick Schumacher, il n'a pas eu du tout à rougir, et même globalement, il a été meilleur que le pilote allemand, même si en fin de saison, Mick Schumacher commençait à prendre le dessus sur Magnussen. Malheureusement, l'élan pris en 2022 ne sera pas conservé en 2023. Là, c'est déjà globalement moins compétitif qu'en 2022, et Kevin Magnussen ne marque que 3 petits points durant la saison, et termine 19e du championnat. Il est derrière son coéquipier Nico Hülkenberg qui lui termine 16e avec 9 points marqués. Mais globalement la voiture était quand même très peu compétitive. Mais dans l'ensemble il a été quand même pas mal dominé par Hülkenberg. Et puis eh bien, ça a continué en 2024, la performance n'était pas présente pour le Danois. Pourtant là c'était beaucoup plus compétitif que l'année passée. Il a marqué des points à 5 reprises durant la saison, donc ce qui est un peu meilleur. Il termine 15e au championnat, mais bon, Nico Hülkenberg, lui, termine 11e et a marqué beaucoup plus de points et beaucoup plus régulièrement. Donc ouais, la performance pure en 2024 a été décevante, d'où d'ailleurs sa sortie de la Formule 1 à nouveau par l'équipe Haas. Il sera remplacé par Oliver Bearman en 2025. Globalement, la carrière de Kevin Magnussen n'a pas été terrible. Il a été compétitif la plupart du temps, mais assez irrégulier. Il y a des saisons où ça se passait bien, il y a des saisons où ça se passait moins bien. Faut dire aussi qu'il a eu souvent une voiture très peu compétitive. Il y a quand même pas mal de saisons où les voitures n'étaient pas exceptionnelles, que ce soit chez Haas, que ce soit chez Renault. Chez McLaren, il avait une voiture correcte. Mais bon, voilà, globalement pour Magnussen, ça a été une carrière correcte, mais sans plus. Passons maintenant à Valtteri Bottas qui quitte la Formule 1 en cette fin de saison 2024 après 12 saisons passées dans la catégorie reine. Sa carrière en Formule 1 avait démarré en 2013 avec Williams, une voiture qui était pas du tout compétitive, c'était un cauchemar. Il était à ce moment-là coéquipier avec Pastor Maldonado. Il avait réussi à marquer des points lors de l'avant-dernier week-end de course aux États-Unis, ses premiers points en carrière. Terminé 17e du championnat, juste devant son coéquipier Maldonado qui terminait 18e, mais qui n'avait marqué qu'un seul petit point dans la saison. Globalement, les performances n'étaient pas exceptionnelles, mais il faut dire qu'il n'avait pas la voiture non plus. En revanche, la nouvelle réglementation de 2014 qui fait passer des moteurs V8 au moteur V6 hybride change totalement la donne pour l'équipe Williams, qui passe en plus du moteur Renault au moteur Mercedes qui est le plus puissant en cette saison 2014. Valtteri Bottas devient alors l'une des révélations de cette saison avec Daniel Ricciardo. La Williams redevient très compétitive et Valtteri Bottas marque des points quasiment à toutes les courses, mais surtout, mieux que ça, c'est qu'il monte sur 6 podiums durant la saison, ce qui est exceptionnel. Il montera sur son premier podium en carrière en Autriche, et puis il enchaînera quand même pas mal. Ensuite, à la mi-saison, ça a été l'un des meilleurs pilotes. En plus, il avait changé de coéquipier cette année-là, c'était plus Maldonado, c'était Felipe Massa qui venait de chez Ferrari. Et bien, il l'a bien battu cette saison. Bottas termine à la 4e place du championnat, ce qui change drastiquement de la saison précédente. Massa lui termine 7e avec 3 podiums durant la saison. Globalement, Bottas a dominé le pilote brésilien. Malheureusement, la Williams est un peu moins compétitive en 2015 et Valtteri Bottas ne monte que sur 2 podiums durant cette saison, soit autant que Felipe Massa. Bottas termine toutefois encore une fois dans le top 5 du championnat en 5e position, juste devant Massa qui termine 6e. Une saison un petit peu décevante, mais Bottas a gardé un niveau de compétitivité très correct, voire même très bon. La Williams régresse d'année en année. En 2016,
Valtteri Bottas ne monte que sur un seul podium au Canada et rentre quelques fois dans le top 5 en course. Bottas termine 8ème du championnat, mais encore une fois, pour la 3e année de suite, il domine son coéquipier brésilien Felipe Massa qui lui terminait un petit peu plus loin et n'a pas obtenu de podium cette saison-là. Le tournant de sa carrière, ça se fait en 2017 à l'intersaison où Nico Rosberg, le champion du monde en titre, décide de mettre un terme à sa carrière. Mercedes décide donc de placer dans son équipe son protégé Valtteri Bottas, qui le sort de chez Williams, alors qu'il avait un contrat pour cette saison-là. Et donc Bottas va faire ses débuts dans un top team, dans la meilleure voiture du plateau, aux côtés de Lewis Hamilton, qui était à ce moment-là triple champion du monde. Et sa première saison avec les grilles n'est pas décevante. Il est dans le coup, même s'il est bien loin du niveau de Lewis Hamilton, mais c'était quand même assez prévisible. Valtteri Bottas termine 13 fois sur le podium, mais surtout il s'impose pour la première fois de sa carrière au Grand Prix de Russie pour son 4e Grand Prix avec la Mercedes. Il gagnera 2 autres fois en Autriche et en fin de saison à Abu Dhabi. Mais bon, quand on y pense, il termine 3e du championnat à 12 points de Sebastian Vettel et à 58 points du champion du monde Lewis Hamilton, ce qui n'est pas un écart colossal finalement. On en attend un peu plus de Valtteri Bottas toutefois pour la saison 2018, mais là ça va être la douche froide. Bottas, cette saison-là, il a été très mauvais, il ne monte que sur 8 podiums durant la saison et il ne gagne pas la moindre course et l'écart de performance avec Lewis Hamilton s'est grandement accentué. De 58 points d'écart en 2017, l'écart passe à 161 points en 2018. C'est terrible. Et surtout que Bottas termine seulement 5e du championnat avec la meilleure voiture du plateau, ou peut-être la 2e parfois avec la Ferrari. Mais c'est quand même une saison très décevante pour le Finlandais. Heureusement pour le Finlandais, il se ressaisit en 2019. Là, pour le coup, la Mercedes est clairement la meilleure voiture du plateau. Et Bottas répond directement dès la première course avec une victoire en Australie. Il enchaîne les podiums et même encore une victoire en Azerbaïdjan en début de saison. Beaucoup de podiums, 4 victoires durant la saison, ce qui est plus que ce qu'il avait fait en 2017. Donc ça a été une saison correcte. Encore une fois, l'écart est quand même assez grand avec Lewis Hamilton, mais il est clairement moins important que la saison précédente. Bottas a été plus fort en 2019. Et Valtteri Bottas termine vice-champion du monde en 2019. En 2020, c'est un peu la même chose. La Mercedes est au-dessus du lot à nouveau. Bottas gagne la première course de la saison en Autriche. Il monte sur plusieurs podiums, mais encore une fois, comme la saison précédente, il ne tient pas la distance face à Lewis Hamilton. Il gagne un 2e Grand Prix en Russie durant la saison, mais finalement, l'écart est encore assez important avec Hamilton pour une 4e saison. Il y a encore un écart assez important entre Hamilton qui devient 7tuple champion du monde et Bottas qui obtient son 2e titre de vice-champion d'affilée. Et en 2021, Bottas n'est plus dans le coup. La Mercedes est moins performante, elle s'est fait rattraper par Red Bull. Cette fois-ci, Bottas ne gagne qu'une seule course durant la saison en Turquie, où il avait pourtant dominé tout le week-end, mais c'était son seul vrai bon week-end de la saison. Sinon, il monte sur quelques podiums. Il termine 3e du championnat derrière Verstappen et Hamilton. Ça a été globalement quand même une saison décevante. Et à la fin de l'année, il sera remplacé par George Russell, le protégé de Mercedes, pour 2022. Le changement d'environnement est quand même assez drastique entre 2021 et 2022, puisque Bottas passe d'un top team à l'équipe Alfa Romeo, qui a vécu une saison 2021 assez compliquée, mais toutefois il bénéficie de la nouvelle réglementation de la voiture avec effet de sol. La Alfa Romeo est plus compétitive en début de saison, et Bottas va enchaîner les entrées dans les points. Sur les 9 premiers Grands Prix, il marque des points à 7 reprises. Bottas est très performant en ce début de saison 2022, avec la voiture qui va avec également. Il permet à Alfa Romeo de se battre à la 6e place au championnat des constructeurs, soit le plus haut résultat de l'équipe sous le nom Alfa Romeo, même si ça reste Sauber en soi. Mais malheureusement, la voiture est beaucoup moins compétitive en deuxième partie de saison et Bottas ne marque que 2 fois des points en fin de saison. C'est un gros changement par rapport au début d'année où l'Alfa Romeo marchait très bien et Bottas était compétitif. Bon, au final, Bottas arrive à sauver la 10e place au championnat des pilotes avec l'Alfa Romeo. Franchement, c'est très bon. Alfa Romeo qui termine aussi 6e au championnat des constructeurs, donc finalement c'est une bonne saison. Et puis bon, il a abattu totalement son coéquipier Guan Yu Zhou, qui était rookie et dont on n'attendait pas forcément grand chose de sa part. Bottas était le vrai leader de cette équipe. Autant il avait répondu présent en 2022, autant en 2023 ça a été très décevant.
Alors certes, sa voiture n'était clairement pas compétitive, elle était restée sur son niveau de la fin de saison 2022, ce qui fait que Bottas n'a marqué des points qu'à 4 reprises durant la saison. Il termine 15e du championnat avec 10 petits points marqués seulement. Encore une fois, il termine devant son coéquipier chinois, mais globalement, les performances étaient plutôt égales avec son coéquipier, ce qui est assez décevant pour un pilote comme Bottas, aussi expérimenté que le pilote finlandais. C'est quand même décevant d'en arriver à être au même niveau que Guan Yu Zhou, voire même parfois derrière le pilote chinois. Donc globalement, sa saison a été quand même assez décevante. Et en 2024, c'est très compliqué, la voiture n'avance plus du tout. Alors, le nom a changé, c'est plus Alfa Romeo, ça devient Sauber, mais bon voilà, la performance n'est plus du tout là. Et puis Bottas n'arrive même pas à marquer de points. C'est terrible parce qu'il a été beaucoup plus performant que le chinois. Guan Yu Zhou, il a repris sa place de numéro 1 de l'équipe Sauber, mais il n'a pas eu la chance de marquer des points, contrairement à Zhou. Bon, au final, il termine 22e du championnat pour sa dernière année en Formule 1, sans marquer de points. C'est quand même assez terrible pour un pilote qui a fait une aussi longue carrière avec des victoires, énormément de podiums, qui n'a pas été si mauvais que ça finalement dans sa carrière. Bon, malheureusement, ça se terminera par un 0 pointé pour sa dernière année. Alors à voir si en 2026, il pourrait pas revenir en Formule 1. Il y a quelques rumeurs d'une possible arrivée de Bottas chez Cadillac en 2026. On scrutera ça de près. En tout cas, en 2025, Bottas reviendra chez Mercedes en tant que pilote de réserve de l'équipe allemande. Et enfin, on termine avec Sergio Pérez qui finalement quittera bien la grille à la fin de sa saison 2024 et qui n'aura pas donc d'avenir avec Red Bull pour la saison prochaine. Lui aussi a eu une très longue carrière en Formule 1 puisqu'elle a démarré en 2011 avec l'équipe Sauber, une saison où la voiture n'était pas très compétitive et Pérez faisait ses débuts avec une saison assez délicate. Il a marqué des points à 5 reprises durant l'année, il terminera 16e du championnat avec 14 points. Mais il aura été dominé une bonne partie de la saison par son coéquipier qui était Kamui Kobayashi à ce moment-là. Kobayashi qui terminera 12e du championnat, 4 places au-dessus du Mexicain. En revanche, en 2012, Sergio Pérez sera la révélation de cette saison. Avec cette Sauber, il arrivera à monter sur 3 podiums dans l'année, dont dès la deuxième course en Malaisie, puis au Canada et en Italie. Une saison incroyable où il terminera 10e du championnat devant Kamui Kobayashi qui termine à nouveau 12e et lui sera monté sur un podium durant la saison contre 3 pour Pérez. Même si la fin de saison a été compliquée où les 6 derniers week-ends il ne marque pas de points, ça reste quand même une excellente saison et ça attire des équipes plus grosses que Sauber. C'est ainsi qu'il atterrit chez McLaren en 2013. McLaren en 2012, c'était encore un top team, une voiture qui gagnait des courses. Malheureusement en 2013, la voiture elle est un peu foirée. Ils n'arrivent qu'à marquer des points de temps en temps et ils n'obtiennent aucun podium durant la saison. Mais pire que ça, la saison de Sergio Pérez est catastrophique. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de contacts avec son coéquipier Jenson Button. Et puis le Britannique a été globalement plus compétitif que le Mexicain. Button termine 9e du championnat, Pérez 11e. Bref, ça a été une saison galère pour Pérez en 2013. Tellement désastreux que finalement, Sergio Pérez va prendre la porte à la fin de la saison 2013 et sera remplacé par Kevin Magnussen, rookie en 2014. Sergio Pérez retrouvera toutefois un baquet pour la saison 2014 chez Force India. Et il reprendra de belles couleurs en 2014, il obtiendra un podium pour sa 3e course avec l'équipe indienne à Bahreïn. Ensuite, il marquera assez souvent des points durant l'année. Finalement, il sera quand même battu au championnat des pilotes par son coéquipier Nico Hülkenberg, qui le devance quand même de 37 points au championnat. Hülkenberg termine 9e, Pérez 10e. Mais bon, Pérez a obtenu le seul podium de Force India en cette saison 2014, qui était d'ailleurs le premier podium de Force India en Formule 1 depuis 2009. Pérez se reconstruit petit à petit après son échec de 2013 et en 2015 pour sa 2e année avec Force India, il nous refait une belle saison marquée par un nouveau podium au Grand Prix de Russie en fin d'année. Cette fois-ci Pérez terminera devant Nico Hülkenberg au championnat pour 20 points et Pérez termine 9e, Hülkenberg 10e. L'année 2016 est très bonne pour Sergio Pérez, il est de mieux en mieux avec cette Force India et ce n'est pas un podium qu'il ira chercher mais 2 en 2016 avec un podium magnifique à Monaco puis au Grand Prix d'Europe à Bakou dans les circuits en ville. Il s'est démarqué déjà très bien en 2016 et puis surtout il a été très régulier, il a marqué de gros points très souvent dans la saison. Et Pérez termine 7e du championnat, ce qui est un très bon résultat. Et il devance assez largement, encore une fois, Nico Hülkenberg qui lui termine 9e du championnat.
Perez est encore très régulier en 2017, même s'il n'obtient pas de podium cette saison-là, il marque des points très souvent durant la saison et termine encore une fois à la 7ème place du championnat. Son coéquipier a changé et même si les résultats sont à la faveur toujours du pilote mexicain, Esteban Ocon qui démarre en Formule 1 en tant que titulaire a été très proche de Sergio Perez. Ça ne joue qu'à 13 points près au championnat où Ocon termine 8ème. Mais surtout, les rapports entre les deux coéquipiers ne seront pas très bons. Ça va être très tendu au sein de l'équipe avec beaucoup d'accrochages entre Perez et Ocon. Deux pilotes avec un peu le sang chaud, surtout Sergio Perez. Bref, c'était pas une très bonne ambiance avec Ocon en 2017. Et ça continuera en 2018 d'ailleurs. 2018, c'est un petit peu compliqué. Alors Sergio Perez monte à nouveau sur le podium en Azerbaïdjan, son premier podium depuis près de 2 ans désormais. En cours de saison, Force India est racheté par Lawrence Stroll. L'équipe devient donc Racing Point en cours de saison. Les points sont toujours là, très réguliers, toujours. Perez termine 8ème du championnat. Les écarts ont été un peu plus grands avec Esteban Ocon qui ne termine que 12ème du championnat. Mais c'est un petit peu compliqué. Disons que la performance de la Racing Point Force India, elle est un petit peu moins bonne qu'en 2017. Et en 2019 également, la saison est assez compliquée, surtout la première partie de saison où Perez, sur les 12 premiers week-ends de la saison, ne marque des points qu'à 3 reprises dans la saison, ce qui est assez compliqué. Mais ensuite, en deuxième partie de saison, il marquera des points sur quasiment tous les week-ends de course. Au final, Perez accroche une 10e place au championnat des pilotes. Et surtout, il bat son coéquipier qui est maintenant Lance Stroll, le fils du patron, et qui évidemment n'est pas très difficile à battre. La saison 2020 sera peut-être la meilleure de Sergio Perez dans sa carrière, en tout cas l'une des meilleures. En 2020, la Racing Point est beaucoup plus compétitive, évidemment copiée de la Mercedes de 2019, ça aide bien, mais voilà, Sergio Perez marque des points à chaque fois qu'il finit une course. Alors, il a le Covid à un moment, donc il rate 2 courses sur les 17 de cette saison, mais il obtient 2 podiums durant l'année, et surtout, il s'impose pour la première fois de sa carrière en Formule 1 au Grand Prix de Sakhir, alors qu'il avait été percuté dans le premier tour. Et finalement, il s'impose au bout des 90 tours, je crois, du Grand Prix, qui était très long avec une piste très courte de Bahreïn. Bref, une course incroyable. 9 ans après ses débuts en Formule 1, il s'est enfin imposé. Sa saison 2020 avait été excellente puisqu'il terminait 4ème au championnat des pilotes, ce qui est excellent, surtout qu'il avait manqué 2 courses en plus, donc franchement sa saison était excellente. Malheureusement, Racing Point, qui allait devenir Aston Martin en 2021, a fait venir Sebastian Vettel, et vu que Stroll est le fils du papa, c'est Perez qui est sorti. Et à la fin 2020, on pensait que Sergio Perez allait finir sa carrière comme ça, avec une superbe fin de saison, et qu'il n'y aurait pas de suite finalement. Ça aurait été quand même très décevant. Finalement, en fin d'année, il est recruté par Red Bull pour la saison 2021, qui se sépare d'Alexander Albon. Ils n'ont pas de pilote très performant dans les équipes juniors. Donc c'est l'occasion de faire venir un pilote extérieur au monde de Red Bull. Sergio Perez va se retrouver pour la première fois dans une équipe top team. Et sa première année avec Red Bull est plutôt correcte. Il obtient plusieurs podiums durant la saison. Il a une Red Bull en plus qui est très compétitive puisque ça va mener au titre mondial de son coéquipier Max Verstappen, dont il va aider plusieurs fois le pilote néerlandais à obtenir le titre mondial. On pense évidemment à Abu Dhabi où il ralentit Hamilton à un moment où il ne s'est pas arrêté sur une stratégie décalée, ce qui a permis à Max Verstappen d'obtenir son titre mondial. Au-delà de ça, Sergio Perez remportera également son premier Grand Prix avec l'équipe autrichienne, le Grand Prix d'Azerbaïdjan, et il terminera 4ème du championnat avec quand même une bonne marge d'écart avec Max Verstappen puisqu'il terminera plus de 200 points derrière son coéquipier néerlandais. Ça fait quand même un sacré gap. Mais pour une première année, ça peut encore passer. En 2022, la Red Bull devient la voiture à battre. Sergio Perez a le meilleur matériel entre les mains. Sergio Perez montera sur 11 podiums durant la saison et il remportera 2 grands prix sur les circuits en ville de Monaco et de Singapour. Et au championnat, il terminera 3ème. L'écart s'est un peu réduit avec Max Verstappen. Il était de plus de 200 points en 2021. Il passe à 150 points en 2022. Il termine également à 3 points seulement de la place de vice-champion de Charles Leclerc. Ça ne s'est pas joué à grand chose, peut-être qu'il aurait dû aller chercher cette 2e place au championnat en 2022, mais toutefois dans l'ensemble, sa saison 2022
est plutôt correct. En revanche de 2023, où là ça commence à être la catastrophe, alors le début de saison, il est génial. Il arrive même à challenger Max Verstappen, puisqu'il gagne 2 des 4 premières courses de la saison. Il monte la plupart du temps sur les podiums, mais depuis le Grand Prix de Monaco 2023, la 6e manche du championnat de l'année dernière, on a un peu le même Sergio Pérez qui a eu énormément de mal à faire fonctionner sa voiture, qui était pourtant la plus dominatrice de l'histoire de la Formule 1 peut-être même, et pourtant pas une seule victoire sur la fin de saison, quelques podiums par-ci par-là. Bon, grâce au début de saison, Sergio Pérez réussit quand même à être vice-champion en 2023, mais ça a été une saison très très compliquée. En 2023, l'écart de points entre Verstappen et Pérez était quand même de quasiment 300 points, ce qui est vraiment énorme. Et puis voilà, cette dernière saison en 2024 a été tout aussi catastrophique. Alors comme en 2023, le début de saison avait été plutôt correct, avec 4 podiums sur les 5 premières courses, mais ensuite tout le reste, rien du tout. La voiture était encore moins performante en plus que la saison précédente, donc même pas le moindre podium depuis le Grand Prix de Chine. Ça a été une catastrophe, encore pire que la saison passée. Au final, Sergio Pérez termine 8e du championnat à quasiment 300 points, encore une fois, de Max Verstappen, qui a pourtant marqué moins de points que la saison précédente. C'est dommage pour Sergio Pérez, parce que sa carrière hors des top teams, McLaren et Red Bull notamment, elle est superbe. Il a réussi à faire des très beaux coups d'éclat avec la Force India par exemple, avec la Sauber aussi, il a fait des podiums. Bref, il avait quand même une très belle carrière avec les petites équipes. Mais quand il est arrivé chez McLaren, c'était un désastre. Quand il était chez Red Bull, les 2 dernières années, c'était une catastrophe aussi. Bon, c'est dommage, c'est un pilote qui n'a pas réussi à se faire aux grandes équipes, qui a brillé dans les petites. Bon, c'est dommage. Alors maintenant, il ne démérite pas non plus. Il a une très belle carrière, 13 ans en Formule 1, tout le monde ne fait pas ça. Il a un paquet de podiums, il a des victoires également, donc c'est quand même un palmarès assez chargé. Juste dommage ces dernières années avec Red Bull, où ça n'a pas fonctionné, mais sinon sur le reste de sa carrière, il a quand même fait de très belles choses dans l'ensemble. Voilà, on y est enfin à la fin de cette vidéo, ça a été extrêmement long, il y a eu énormément de grosses carrières qui sont parties à la fin de cette saison 2024, donc ça fait une énorme vidéo, très compliquée à monter en plus, c'est une galère pas possible. Bref, nous on se retrouve l'année prochaine maintenant, donc je vous souhaite tout simplement une bonne année 2025 dès maintenant, parce qu'il n'y aura pas de vidéo d'ici la fin d'année 2024, c'est la dernière de l'année, donc on se retrouve l'année prochaine maintenant. À bientôt.